Un juge raciste a qualifié un jeune noir d'ignorant, mais l'adolescent l'a déjoué d'une seule phrase. La suite vous laissera sans voix. Le silence se fit dans la salle d'audience tandis que le marteau du juge Harold Morrison résonnait dans la salle lambrissée d'acajou, ses yeux gris et froids fixés sur l'adolescent noir de 16 ans qui se tenait devant lui, vêtu d'un costume mal ajusté emprunté à son frère aîné. Marcus Williams avait été amené ici pour un vol à l'étalage mineur, une barre chocolatée qu'il prétendait avoir payée mais dont il avait perdu le reçu, et pourtant, l'attitude du juge laissait entendre qu'il présidait un procès pour meurtre. « Jeune homme », commença le juge Morrison d'une voix condescendante tandis qu'il se penchait en avant dans son imposant fauteuil en cuir, « il est clair pour moi que vous n'êtes rien d'autre qu'un criminel ignorant qui ne réussira jamais dans cette société. » Les mots frappèrent Marcus comme des coups, chaque syllabe visant à le briser et à le réduire à un simple stéréotype dans l'esprit préjugé de ces riches sbires. Marcus sentit sa mère reprendre son souffle et perçut la tension collective des quelques sympathisants venus assister à ce qu'ils espéraient être un procès équitable. Les mains de l'adolescent tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une rage brûlante qui menaçait de le consumer tandis qu'il assimilait les suppositions racistes du juge. Ce n'était pas sa première expérience d'injustice, mais quelque chose dans cet instant lui semblait différent, plus personnel, plus délibéré, plus cruel. Les néons semblèrent s'éteindre lorsque Marcus réalisa que cet homme en robe noire avait déjà décidé de son sort avant même d'avoir entendu la moindre preuve. Le juge Morrison poursuivit son agression verbale, manifestement appréciant le pouvoir qu'il exerçait sur celui qu'il percevait comme un jeune homme en difficulté issu d'un quartier défavorisé. « J'ai vu des centaines d'affaires comme la vôtre », déclara le juge en feuilletant des documents qu'il ne lisait pas réellement, et elles se terminent toutes de la même manière. De retour dans mon tribunal dans l'année, pour répondre à des accusations plus graves. L'avocate commise d'office de Marcus, une femme à l'air fatigué, le blazer taché de café, semblait se recroqueviller sur sa chaise à chaque instant, apparemment résignée à laisser cette diffamation se poursuivre sans réponse. La galerie derrière Marcus était remplie, comme d'habitude, de membres de la famille inquiets, d'assistants sociaux et d'autres accusés attendant leur tour. Mais ce jour-là, la situation était différente en raison de l'animosité raciale manifeste qui émanait du banc. Marcus avait étudié ce juge avant son audience, avait lu des articles sur ses méthodes de condamnation sévères et sa réputation d'être particulièrement sévère avec les jeunes accusés noirs, mais en faire l'expérience directe était tout autre. L'atmosphère dans la salle d'audience semblait s'épaissir à chaque seconde qui passait, tandis que le juge Morrison s'apprêtait à prononcer ce que tout le monde pensait être la peine la plus sévère possible pour une infraction aussi mineure. La sœur cadette de Marcus était assise au premier rang, les yeux écarquillés de peur et de confusion, regardant son frère héros se faire systématiquement déshumaniser par un homme censé représenter la justice. L'esprit de l'adolescent s'emballa tandis qu'il examinait ses options, sachant que tout ce qu'il dirait pourrait être utilisé contre lui, mais ressentant un besoin irrésistible de se défendre, non seulement lui-même, mais aussi tous les jeunes noirs qui s'étaient retrouvés dans la même situation avant lui. Les mots du juge Morrison résonnaient encore dans ses oreilles. « Ignorant », avait-il dit, comme si l'intelligence se déterminait par le code postal ou la couleur de peau. Ses professeurs et sa famille avaient toujours répété à Marcus que l'éducation était sa porte de sortie, que le savoir était synonyme de pouvoir et que le respect se gagnait par le travail. Et le dévouement. À présent, debout dans ce temple de la prétendue justice, il réalisait que toutes ces leçons pouvaient ne pas avoir d'importance pour un homme qui avait déjà pris sa décision sur la seule base de son apparence et de ses suppositions. L'instant dura une éternité, Marcus sentant le poids de générations d'injustice peser sur ses épaules. Mais quelque chose au fond de lui commença à se cristalliser, une clarté née du fait d'avoir été poussé trop loin par quelqu'un qu'il avait complètement sous-estimé. Tandis que le juge Morrison poursuivait sa tirade pleine de préjugés, l'esprit de Marcus revint aux événements qui l'avaient conduit à ce moment, des souvenirs affluents avec une douloureuse clarté révélant l'ampleur de la corruption à laquelle il était confronté. 3 mois plus tôt, Marcus rentrait chez lui après son travail au centre communautaire lorsqu'il fut témoin d'un événement qui allait changer sa vie à jamais. Le fils du juge Morrison, Bradley, trafiquant de la drogue devant le palais de justice où son père siégeait désormais. Marcus avait observé, stupéfait, le fils du juge, la vingtaine, remettre de petits colis à des adultes à l'air désespéré en échange de billets froissés, menant son commerce illégal littéralement à l'ombre de la justice. L'adolescent avait initialement prévu de dénoncer ce qu'il avait vu, persuadé naïvement que le système fonctionnerait comme prévu, mais son frère aîné, Jérôme,
l'avait mis en garde contre l'inutilité de s'en prendre aux puissantes familles de leur petite ville. « Tu crois qu'ils vont croire un jeune noir de la cité plutôt que le fils du juge ?» Jérôme avait demandé, la voix lourde de la sagesse de quelqu'un qui avait appris de dures leçons sur le fonctionnement réel du monde. Marcus avait tenté de chasser l'incident de son esprit, se concentrant plutôt sur ses études et son travail à temps partiel, mais le destin en avait décidé autrement lorsqu'il s'était retrouvé faussement accusé de vol à l'étalage quelques semaines plus tard. Les caméras de surveillance du magasin avaient mystérieusement dysfonctionné au moment même où Marcus prétendait avoir payé son achat, et le vendeur qui l'avait servi avait soudainement développé une amnésie concernant toute la transaction. Ce que Marcus ignorait à l'époque, c'est que le juge Morrison avait discrètement investi dans le magasin via une société écran, et que le gérant avait reçu des instructions très précises sur la façon de gérer certains types de clients. Le réseau de corruption était plus profond que Marcus n'aurait pu l'imaginer, impliquant non seulement le juge, mais aussi le chef de police Robert Sterling, un homme qui avait bâti sa carrière sur le maintien du statu quo et la protection des intérêts des familles les plus influentes de la ville. Le chef Sterling avait personnellement veillé à ce que l'affaire Marcus soit transmise rapidement au tribunal du juge Morrison, contournant ainsi le système habituel d'assignation aléatoire censé garantir l'équité des procédures judiciaires. Le rapport de police était délibérément vague sur les preuves, et l'enquêteur avait omis d'interroger plusieurs témoins susceptibles de corroborer la version des faits de Marcus. En coulisses, le juge Morrison subissait la pression de ses soutiens politiques, inquiet du comportement de plus en plus imprudent de son fils et du scandale potentiel que cela pouvait engendrer en pleine année électorale. Le juge avait décidé que faire un exemple d'un jeune accusé noir servirait plusieurs objectifs. Renforcer son image de fermeté envers la criminalité auprès des électeurs conservateurs, détourner l'attention des problèmes de sa famille et envoyer un message clair à quiconque envisagerait de contrarier la famille Morrison. Ce que le juge ignorait, c'est que Marcus avait passé les 3 derniers mois à rassembler discrètement des preuves, utilisant son travail au centre communautaire pour accéder aux bases de données juridiques et se renseigner sur la corruption judiciaire et le droit des droits civiques. L'adolescent avait documenté chaque irrégularité de son dossier, chaque lien entre les différents acteurs et chaque cas de partialité du juge dans des affaires précédentes impliquant de jeunes accusés noirs. Marcus avait également contacté des journalistes, des organisations de défense des droits civiques et même des enquêteurs fédéraux, tissant un réseau d'alliés qui attendaient le moment opportun pour dénoncer la corruption qui avait gangrené le système judiciaire de leur petite ville. Alors que le juge Morrison s'apprêtait à prononcer sa sentence, confiant dans sa capacité à détruire une autre jeune vie sans conséquence, il ignorait que chacun de ses mots était enregistré par de multiples appareils dissimulés dans la salle d'audience. L'adolescent qui se tenait devant lui n'était pas le criminel ignorant qu'il imaginait, mais plutôt un jeune homme brillant qui avait transformé sa douleur en objectif et sa colère en action. Quelqu'un qui comprenait que parfois, la seule façon de combattre un système injuste était d'utiliser ses propres règles contre lui. Mais la preuve la plus accablante que Marcus possédait allait bientôt bouleverser la vie du juge Morrison et le révéler qu'il était l'hypocrite et le criminel qu'il était, et l'adolescent s'apprêtait à la déployer avec une précision chirurgicale. Le moment était venu pour Marcus de répondre à la condamnation raciste du juge. Alors qu'il s'éclaircissait la gorge, tous les assistants se penchèrent en avant, pressentant que quelque chose d'important allait se produire. Marcus regarda le juge Morrison droit dans les yeux, d'une voix ferme et claire, prononçant des paroles dont on se souviendrait longtemps après le coup de marteau. « Votre honneur, je trouve curieux que vous me traitiez d'ignorant alors que votre fils Bradley vend de la drogue devant ce même tribunal depuis des mois, et j'ai des preuves vidéo pour le prouver. » Le visage du juge Morrison se vida comme si quelqu'un avait débranché la prise, son assurance s'effritant en temps réel tandis que les implications des paroles de Marcus s'infiltraient dans ses veines comme du poison. La salle d'audience s'embrasa de murmures et de halètements, mais Marcus n'avait pas fini. Il sortit son téléphone avec une précision délibérée et annonça qu'il avait déjà partagé les preuves avec le FBI, le bureau du procureur général de l'État et 3 grands médias. Les mains du juge Morrison commencèrent à trembler lorsqu'il réalisa que son monde de privilèges et de corruption, soigneusement construit, s'effondrait autour de lui, les fondements mêmes de son pouvoir s'effondrant sous le poids de la vérité, dite par quelqu'un qui l'avait rejeté comme indigne de son attention. L'adolescent poursuivit avec une assurance sereine, expliquant comment il avait passé des mois à documenter non seulement le trafic de drogue de Bradley, mais aussi les liens financiers du juge avec le magasin où Marcus avait été faussement accusé, l'attribution suspecte de son dossier au tribunal de Morrison,
et la tendance à la lourdeur des peines infligées aux jeunes accusés noirs par rapport aux accusés blancs faisant face à des accusations similaires. Marcus révéla qu'il avait obtenu des copies des dossiers financiers du juge grâce à des demandes d'accès à l'information, démontrant comment Morrison avait utilisé sa position pour s'enrichir et protéger sa famille tout en détruisant la vie d'innombrables innocents. La salle d'audience était plongée dans un silence total, à l'exception de la respiration laborieuse du juge Morrison, qui digéra l'ampleur de sa révélation, réalisant que sa réputation, sa carrière, très probablement, sa liberté ne tenait qu'à des fils qui s'effilochaient rapidement. L'avocat commis d'office de Marcus était stupéfait d'entendre son client démonter systématiquement les accusations portées contre lui et monter simultanément un dossier solide contre l'un des hommes les plus puissants du comté, faisant preuve d'une sophistication juridique qui aurait impressionné des procureurs chevronnés. L'adolescent expliqua comment il s'était coordonné avec les enquêteurs fédéraux qui montaient déjà un dossier RICO contre le réseau local de corruption, et comment sa fausse accusation était en réalité la preuve ultime dont ils avaient besoin pour faire tomber toute l'entreprise criminelle. Le chef de police Sterling, assis au fond de la salle d'audience pour assister à ce qu'il pensait être une condamnation facile, commença à se diriger discrètement vers la sortie, réalisant que ses propres crimes allaient être révélés. Le juge Morrison tenta de reprendre le contrôle de la salle d'audience, frappant du marteau et exigeant des ordres, mais sa voix se brisa de peur lorsqu'il réalisa qu'il n'était plus celui qui avait le pouvoir dans cette situation. Marcus s'était transformé du statut d'accusé en celui de procureur en quelques minutes, brandissant la vérité comme arme et la justice comme bouclier, prouvant que l'intelligence et la préparation pouvaient vaincre même les systèmes d'oppression les plus enracinés. La mère de l'adolescent pleurait de fierté en voyant son fils se battre non seulement pour lui-même, mais aussi pour toutes les victimes de ce système corrompu, sachant que son courage transformerait leur communauté. À jamais. Alors que les agents fédéraux commençaient à entrer dans la salle d'audience pour exécuter des mandats jusque-là scellés, Marcus porta le coup de grâce. Il annonça qu'il était admis à la faculté de droit de Harvard et qu'il comptait consacrer sa carrière à lutter contre le racisme institutionnel et la corruption qui les avaient tous conduits à ce point. Mais la révélation la plus choquante restait à venir, et elle allait anéantir toute la crédibilité restante du juge Morrison. Les agents fédéraux s'avancèrent avec une efficacité éprouvée à l'approche du tribunal, présentant au juge Morrison des mandats d'arrêt préparés des mois à l'avance, n'attendant que le témoignage de Marcus pour compléter leur dossier contre le vaste réseau de corruption qui avait infecté tous les niveaux du gouvernement local. Marcus regarda avec une satisfaction silencieuse l'homme qu'il avait traité des « ignorants » se faire lire ses droits et être emmené menotté, sa robe noire ressemblant désormais davantage à un costume arraché pour révéler le criminel qui se cachait sous ses pieds. Le talent stratégique de l'adolescent devint pleinement évident à mesure que de nouveaux détails apparurent. Il avait non seulement révélé le trafic de drogue de Bradley Morrison et la corruption de son père, mais aussi des preuves de blanchiment d'argent, d'intimidation de témoins et de violation systématique des droits civiques remontant à plus de 10 ans. Les vidéos recueillies par Marcus montraient non seulement Bradley en train de vendre de la drogue, mais aussi le juge Morrison rencontrant des criminels notoires et acceptant des enveloppes d'argent en échange de décisions favorables, prouvant que la corruption allait bien au-delà du népotisme et de la partialité. Alors que les casts de reportage commençaient à arriver devant le palais de justice, Marcus devint une sensation du jour au lendemain. Son histoire se répandit sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information, illustrant comment le courage et l'intelligence d'une seule personne pouvaient faire tomber un système corrompu. Les charges contre Marcus furent immédiatement abandonnées et, en quelques heures, des recours collectifs furent intentés au nom de centaines d'accusés injustement condamnés par le juge Morrison au fil des ans. Le chef de police Sterling fut arrêté à son domicile le soir même, ainsi que 6 autres policiers impliqués dans le complot, tandis que le gérant du magasin qui avait faussement accusé Marcus était inculpé de parjure et de fraude. La transformation de Marcus, de victime en vainqueur, devint un symbole d'espoir pour les jeunes du monde entier, à qui l'on avait dit qu'ils étaient impuissants face à l'injustice, prouvant que la connaissance, la préparation et le courage pouvaient vaincre même les systèmes d'oppression les plus enracinés. L'admission de l'adolescent à la faculté de droit de Harvard, qu'il avait gardée secrète jusqu'au moment opportun, démontra que son intelligence et son potentiel n'avaient jamais été remis en question. Seule la capacité du juge Morrison à les reconnaître avait été mise en doute. En quelques semaines, Marcus fut invité à prendre la parole lors de conférences, à témoigner devant le Congrès et à partager son histoire avec des publics du monde entier, utilisant sa plateforme pour plaider en faveur d'une réforme judiciaire et des droits civiques.
La communauté, autrefois impuissante face à la corruption, se transforma lorsque les enquêteurs fédéraux firent le ménage et installèrent une nouvelle direction, attachée à la justice plutôt qu'à la protection de quelques privilégiés. La chute du juge Morrison fut rapide et totale. Il fut condamné à 15 ans de prison fédérale, son fils Bradley à 8 ans pour trafic de drogue et complot, et les biens de leur famille furent saisis pour indemniser les victimes de leurs crimes. La mère de Marcus créa une fondation pour aider d'autres familles à s'y retrouver dans le système judiciaire, tandis que Marcus lui-même commença à encadrer des jeunes confrontés à des difficultés similaires, leur montrant que l'éducation et la détermination pouvaient surmonter tous les obstacles. Son histoire devint une étude de cas dans les facultés de droit du pays, démontrant comment le racisme institutionnel pouvait être vaincu grâce à une préparation minutieuse, une réflexion stratégique et le courage de dire la vérité au pouvoir. Si vous croyez que la justice doit être aveugle à la couleur de peau et que l'intelligence est omniprésente, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages de personnes qui ont refusé d'être sous-estimées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa voix compte, que son esprit est puissant et que parfois le système peut être changé par ceux qui sont assez courageux pour se lever et exiger mieux, car Marcus Williams a prouvé qu'être sous-estimé peut être le plus grand avantage de tous. 6 mois après l'arrestation du juge Morrison, Marcus Williams a prononcé son discours de remise de diplôme, major de sa promotion. Son discours a été diffusé en direct, tandis que les chaînes rivalisaient pour couvrir le jeune homme devenu un symbole de justice et de résilience face à l'oppression systémique. Les répercussions de son courage ont continué à se propager, bien au-delà de leur petite ville, car des enquêtes fédérales ont révélé des réseaux de corruption similaires dans des dizaines de juridictions à travers le pays, conduisant à des centaines d'arrestations et à l'annulation de milliers de condamnations injustes. Marcus a utilisé sa nouvelle plateforme pour créer Equal Justice Initiative for Youth, une organisation à but non lucratif qui fournissait des ressources juridiques et des formations de plaidoyer aux adolescents victimes de discrimination au sein du système judiciaire, garantissant ainsi que sa victoire profiterait à d'innombrables autres personnes se trouvant dans des situations similaires. L'ancien juge Morrison, aujourd'hui détenu fédéral numéro 47829, passait ses journées dans une prison à sécurité minimale à méditer sur le prix que son arrogance et son racisme lui avaient coûté, tandis que son fils Bradley luttait contre une cure de désintoxication et réalisait que sa vie privilégiée avait été bâtie sur les crimes de son père. L'histoire de Marcus avait été retenue pour un film à grand succès. L'adolescent a insisté pour que tous les bénéfices soient reversés au financement de cliniques d'aide juridique dans les communautés défavorisées, démontrant ainsi la même approche fondée sur des principes qui avaient fait de lui un redoutable opposant à la corruption. La nouvelle juge nommée pour remplacer Morrison était une femme noire réputée pour son équité et son intégrité. L'une de ses premières actions fut de mettre en place un programme de justice pour mineurs, que Marcus avait contribué à concevoir, afin de garantir aux jeunes accusés une représentation et une considération adéquates. La faculté de droit de Harvard avait non seulement honoré l'acceptation de Marcus, mais avait également créé un programme de bourse d'études complet à son nom pour les étudiants engagés dans la défense des droits civiques, reconnaissant que son cas avait déjà davantage contribué à l'éducation juridique que la plupart des universitaires de longue date. Le centre communautaire où Marcus avait travaillé tout au long de son calvaire fut agrandi et rebaptisé en son honneur, devenant ainsi un modèle de la manière dont les organisations locales peuvent donner aux jeunes les moyens de devenir des acteurs du changement plutôt que des victimes des circonstances. Le remplaçant du chef de police Sterling était un leader réformateur qui a mis en place de nouveaux programmes de formation axés sur la police de proximité et la sensibilisation aux préjugés raciaux, travaillant directement avec Marcus et d'autres jeunes militants pour rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et les communautés qu'elles servent. Le magasin où Marcus avait été faussement accusé fut racheté par une coopérative de familles locales et transformé en centre de ressources communautaires. Une plaque commémorait comment le refus d'un adolescent d'accepter l'injustice avait transformé une ville entière. Des organisations nationales de défense des droits civiques invitèrent Marcus à rejoindre leur conseil d'administration et leur comité consultatif, reconnaissant que son esprit stratégique et sa clarté morale représentaient l'avenir du mouvement pour l'égalité et la justice. Alors que Marcus s'apprêtait à partir pour Cambridge cet automne-là, il réfléchit à la façon dont la tentative du juge Morrison de le détruire avait révélé sa véritable force et sa véritable raison d'être, prouvant que nos plus grands défis deviennent parfois nos plus grandes opportunités de croissance et d'impact. L'adolescent
Qualifié des « ignorants » par un juge raciste, était devenu l'un des orateurs les plus recherchés du pays, son message trouvant un écho auprès d'un public conscient que l'intelligence, la préparation et le courage moral pouvaient vaincre toute forme d'oppression. Sa mère disait souvent que voir Marcus tenir tête au juge Morrison avait été le moment de sa plus grande fierté, non pas parce que son fils avait gagné, mais parce qu'il avait montré au monde que la dignité et la vérité étaient plus puissantes que la haine et la corruption. La dernière fois que quelqu'un a vu le juge Morrison, c'était lors de son audience de détermination de la peine. Il a dû écouter Marcus prononcer une déclaration d'impact sur la victime, à la fois bouleversante et bienveillante, offrant le pardon tout en affirmant clairement que la justice exigeait la responsabilisation. L'histoire de Marcus est devenue une lecture obligatoire dans les écoles du pays, inspirant une nouvelle génération de jeunes à croire qu'ils pouvaient remettre en question des systèmes injustes et créer un changement positif, quel que soit leur âge, leur origine ou les obstacles rencontrés. Avertissement. L'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes des préjugés raciaux, de l'arrogance judiciaire et du pouvoir de l'intelligence face au manque de respect. Ce récit vise à souligner l'importance de la dignité et à inspirer une appréciation plus profonde de l'intelligence discrète qui peut défier les attentes.